Bon, on va étudier un petit peu le courant électrique. Le courant électrique, bon, tout d'abord dans le vide, et puis, je veux dire, dans les et ensuite dans la matière corpusculaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le courant électrique? On va l'étudier d'une part dans le vide et d'une part dans la matière. Bon, dans le vide, on sait bien que dans le vide, le mouvement des particules, on a étudié l'écran cathodique, le tube à écran cathodique, mais on a étudié aussi, bon, je sais pas, on n'a pas encore étudié l'oscilloscope, mais en fait là, ce sont des électrons qui sont, je veux dire, créés à partir de la cathode, via un filament de chauffage pour aller frapper, je veux dire, un écran luminescent. Voilà. Donc via une anode. Et donc là, l'électron circulait dans le vide. Voilà, elle n'entrechoquait rien du tout. Donc il n'y avait pas de choc particulier sur quoi que ce soit, puisqu'en fait, il y avait du vide, un vide assez poussé, hein, bien qu'il n'y avait pas le vide complet. Dans l'ampoule, on crée un vide assez poussé, une certaine pression. Voilà. Donc ici, l'électron allait en ligne droite. Pourquoi? Parce qu'elle n'entrechoquait rien. Par contre, dans la matière, c'est pas comme ça. Bon. Dans la matière, ouais, ce que je voulais dire, j'ai pas terminé. Donc ici, dans le vide, donc l'électron, je veux dire, circule en ligne droite, et en fait, le mouvement des particules qui sont, je veux dire, générées par la cathode et attirées par l'anode pour aller frapper donc un écran luminescent ou phosphorescent. Le mouvement des particules dans le vide elle fait appel aux lois, je veux dire, comment on appelle ça, de la mécanique générale. Donc là, donc dans la mécanique générale, il y a le principe très connu de la conservation d'énergie. En fait, la conservation d'énergie, ça veut dire bon, qu'il y a une transformation d'énergie en une autre, et il n'y a rien de perdu, rien qui est créé, tout a été transformé. C'est le principe de la conservation d'énergie, c'est-à-dire qu'on est passé d'une énergie potentielle à une énergie cinétique de vitesse. Donc, voilà, dans le vide, on a une conservation d'énergie qui est régie par le principe de mécanique générale sur la loi de la conservation de l'énergie. Donc, on passe de l'énergie potentielle à l'énergie cinétique sans rien autour. C'est normal parce que il n'y a pas de structure qui vient, je veux dire, entrechoquer l'électron. Contrairement à dans la matière. Bon, pour expliquer le phénomène de la matière avec les chocs et comment se passe la transformation d'énergie, il faut donner donc un modèle plus ou moins analogue pour expliquer, je veux dire, la structure. Donc on a une structure avec atomique, avec des atomes, donc des noyaux atomiques. Voilà, par exemple, un peu, je veux dire, placé un peu n'importe comment, mais sous forme de cristaux. Enfin, c'est plutôt des cristaux, je veux dire, bien définis dans la matière. Si c'est des métaux, si on a affaire à des éléments métalliques, à ce moment-là, on a des structures bien ordonnées. Bon, mais si on fait passer donc ici, j'ai pris un réseau quelconque pour donner une analogie, je veux dire, au principe électrique. Mais ici, donc, en fait, je ne considère pas que c'est un réseau cristallin. Non. Par après, je vais le considérer comme un réseau de cristallin, mais c'est pour donner l'analogie. Je vais donner l'analogie avec une boule de billard. Une boule de billard, si on vient lancer une boule de billard parsemée d'obstacles, je veux dire, dans sa trajectoire, on sait très bien que les boules de billard vont venir frapper, les boules vont venir frapper, je veux dire,
vont venir frapper, je veux dire, entrechoquer ces obstacles pour changer de direction. Donc on peut avoir un certain mouvement très chaotique, hein, je veux dire, qu'on peut apercevoir. Voilà, donc c'est un mouvement un peu quelconque. Si je prends encore une autre boule, hein, celle-ci elle peut toucher l'obstacle ici, l'obstacle là pour revenir comme ceci, et enfin repartir sur un autre chemin. Voilà, comme ceci par exemple. Voilà. Voilà. Et donc ici, c'est un petit peu, je veux dire, si on lâche une bille dans un billard parsemé d'obstacles comme ça, qui sont mis en quinconce, en fait, ça c'est ce qu'on appelle, c'est ressemblant à ce qu'on appelle un crible de Galton. Voilà. Donc c'est un chemin, je veux dire, un petit peu chaotique comme ça, bon, pris par, je veux dire ici, par une boule ici, voilà, par une boule, voilà. Alors, pourquoi j'explique ça? Parce que ça peut servir pour moi de modèle, même si c'est très approximatif, hein, pour se donner en fait une image plus ou moins visuelle du mouvement d'une charge électrique dans une structure comment est-ce qu'on appelle ça, une structure cristalline métallique, ou ce qu'on appelle un édifice un édifice cristallin métallique. Voilà. Mais bien sûr, le courant électrique prendra naissance dû au fait que on a un champ électrique présent dans l'environnement. Bien sûr, si on a un champ électrique présent dans l'environnement, avec une différence de potentiel, qui dit différence de potentiel dit champ électrique, qui dit champ électrique, fatalement, dit circulation de courant. Voilà. Donc, qui dit champ, dit circulation de charge, donc dit circulation de courant. Justement, le but du jeu, c'est de voir qu'est-ce que c'est qu'un courant électrique. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a un champ électrique extérieur, et ce champ électrique extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer, donc sur son passage, non pas des boules, non pas des obstacles qui sont un peu n'importe quoi, mais il va rencontrer les électrons ici, les charges, je les appelle Q, vont entrechoquer des noyaux. Voilà. Donc ici maintenant, je considère dans mon modèle que ce n'est plus je veux dire, une boule qui va entrechoquer, je veux dire, des obstacles. Non, maintenant, ces boules, c'est exactement le courant électrique. Ce sont des charges électriques. Je ne vais pas parler de courant parce que je dois définir justement le courant électrique. Donc je dois parler de charges électriques. Les charges électriques créées par un champ électrique extérieur, ces charges électriques vont circuler et vont venir frapper, donc je veux dire faire des collisions avec les noyaux. Voilà. Mais en vérité, c'est pas des véritables collisions, hein, c'est plutôt des répulsions, comme j'ai vu avec la cône de Rutherford, hein, parce que bon, je l'ai vu avec comment on appelle ça dans une des vidéos, j'avais tout expliqué. En fait, c'est pas des collisions qui se font de la particule avec le noyau, non, c'est plutôt des forces de répulsion, noyau, charge. Mais bon, ici, on va considérer qu'on a des collisions. On va faire comme si on avait des collisions, bien que ce ne sont pas des réelles collisions. Donc, en fait, donc elles vont entrer en collision. Et quand elles vont rentrer en collision, à ce moment-là, la charge va céder son énergie cinétique aux atomes. Voilà. Donc ici, contrairement au vide, on a une conservation d'énergie qui est à partir de l'énergie potentielle électrique, hein, on crée je veux dire un électron dans un vide plus ou moins poussé, donc il n'y a aucun obstacle, donc on a une certaine vitesse due à l'attraction, je veux dire, de la cathode, l'anode qui attire, je veux dire, l'électron à partir de la cathode, formé à la cathode. Donc ici, c'est pas le même schéma. Donc en fait, comme on a des collisions, on a
Enfin, des collisions, entendons-nous bien, il n'y a pas de réelle collision entre charge noyau, je l'ai dit, hein. Je me répète, mais bon, faut se mettre ça à l'esprit qu'il n'y a pas de collision. En fait, c'est des, comment on appelle ça, des répulsions, je répète, parce que bon, pour bien être clair là-dessus, mais on va considérer comme si on avait des collisions. Et ces collisions-là, en fait, l'énergie cinétique, elle est de la charge. À chaque fois qu'il y a une espèce de collision, on va dire collision, mais c'est une espèce de collision, chaque fois qu'il y a une collision, elle cède son énergie cinétique au noyau de l'atome, enfin à l'atome. Voilà. Et c'est toujours comme ça, à chaque fois qu'il y a une collision, elle cède son énergie cinétique pour repartir, bien sûr, puisqu'on a un champ électrique extérieur, pour de nouveau repartir avec un mouvement accélérateur qui reprend jusqu'à la prochaine collision, et ainsi de suite. Bon, à chaque... donc on aura une collision, il va céder son énergie, puis il repart en accélération à cause du champ à l'extérieur, du champ à l'extérieur, puis une collision, il cède son énergie cinétique, il perd la vitesse, et puis après de nouveau il est accéléré à cause du champ extérieur, et toujours comme ça. Et chaque particule va jouer un jeu similaire. Voilà. Donc autant dire on aura c'est, on va dire, des chocs dans tous les sens de ces charges vis-à-vis des atomes. Et donc ça va provoquer, je veux dire, un échauffement, parce que chaque collision crée un échauffement. Donc on n'a plus, déjà on cède son énergie cinétique, elle est cédée à l'atome. L'énergie cinétique de la charge qui acquiert une certaine vitesse, ben, à chaque fois elle ralentit à cause de qu'elle a un choc, elle restitue l'énergie cinétique, et puis après elle repart en accélération à cause du champ. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des chocs, donc en énergie calorifique en plus. Voilà. On aura une énergie calorifique. Donc, ce qu'on appelle bien sûr un échauffement. D'ailleurs, un barreau de fer, quand il est brûlant, enfin, si je prends un fil de fer, si on le chauffe, ben, on aura une vibration des atomes, comme ça. Les atomes vibrent. Le fait qu'ils sont entrechoqués, les atomes vont vibrer. Hein. Ah ouais, ça c'est comme ça. Ouais. Et quand je dis vibrer, elles vont faire un peu n'importe quoi. Elles vont tourner, faire des rotations, des translations. Le mouvement brownien, il devient de plus en plus ferme, alors qu'il tourne normalement à température normale, il vibre lentement. Mais si on le chauffe, la structure, via des collisions, s'il y a des collisions, il va chauffer. Et en fait, le mouvement brownien devient de plus en plus rapide. Et c'est ça qui fait que quand on touche quelque chose de chaud, ben on risque de se brûler. Le chaud ou la chaleur, c'est dû à ça, aux vibrations internes des atomes, qui vibrent plus. Elles font plus que vibrer, hein. Elles tournent entre elles, je crois. Il y a une rotation, je veux dire, voilà, translation, rotation, voilà. Bon, donc ici, on n'a pas le schéma suivant, puisque apparemment, là, on avait énergie potentielle électrique vers transformation en énergie cinétique de vitesse. Par contre, ici, ben déjà, ici, l'énergie cinétique, ici, elle est perdue, déjà de 1. Bon, ensuite, on a une énergie calorifique, contrairement dans le vide. Dans le vide, on n'a pas d'énergie calorifique parce qu'on n'a pas de collision comme ça. On a l'énergie calorifique, c'est uniquement au niveau particulier. Quand on a un réseau cristallin, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, un réseau cristallin, enfin, quand on a un édifice cristallin métallique, voilà. Voilà. Donc, vous commencez à comprendre que l'ensemble de ces charges électriques, hein, qui circulent, va constituer ce on veut définir, c'est-à-dire un courant. Parce que le but, c'est de définir ce qu'est un courant électrique. On veut définir ce qu'est un courant électrique. Donc, ici, on est en présence de multiples charges, hein, qui vont circulantes. Elles circulent, ces charges circulent. Donc, on a une circulation de charges. Mais alors, comment comptabiliser ces charges? Ben, le meilleur moyen de comptabiliser des charges, c'est de se faire référence avec un modèle, je veux dire, existant. Hein, un modèle macroscopique. Et le meilleur modèle macroscopique, ben, c'est ce qu'on appelle, si je prends, je veux dire, une structure, je veux dire, en volumique, en une section droite, hein, je prends un parallélépipède pour avoir plus facile. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, pour définir la circulation, comment peut-on définir une circulation? Ben, tout simplement avec une section et une vitesse. Et donc, si je fais la multiplication
hein, de la section par la vitesse, c'est ce qu'on appelle une vitesse fois une section, ça fait un débit. On peut dire flow aussi, flow. Flow, ça veut dire flux. Donc ça s'écrit flow. Flow, ça veut dire flux. Et le flux, c'est un dB. Donc en fait, une vitesse, petit v, parce que si je mets grand V, on va croire que c'est un volume. Petit v fois S, donc des mètres par seconde carré fois des mètres, des mètres par seconde, parce qu'une vitesse c'est un mètre par seconde, fois des mètres carrés, ça fait des mètres cubes par seconde. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un débit volumique. Mètres cubes par seconde, c'est un débit volumique. Donc on va prendre le débit volumique pour expliquer comment mesurer la quantité de charge à partir d'un modèle macroscopique qui est le débit. Donc on va faire pareil ici en fait. Donc il faut que je reconsidère. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc ici l'échauffement, je vais un petit peu résumer. Donc ici on a dit que bon, quand il y avait des collisions, bon, il y avait, comment est-ce qu'on appelle ça, une perte d'énergie cinétique, et après à cause du champ, bon, il y avait une reprise dans l'accélération jusqu'à la prochaine collision. Ça se faisait, je veux dire, comme ça pour toutes les charges et ainsi de suite pour chaque collision, je veux dire, rencontrée le long du chemin. Bon, alors on avait dit que l'énergie des vibrations atomiques était, je veux dire, le mouvement brownien était, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, se retrouvait, je veux dire, augmenté, ou on va dire plutôt avec un synonyme accru. Donc le mouvement brownien était accru, c'est ça qui faisait donc l'échauffement. Donc, et ça, la manifestation de ça, ben, au toucher, si on touchait quelque chose de chaud, il y a une élévation de température. Si on met comment ça s'appelle ça, un mesureur de température, on verra tout de suite que la température a augmenté. Avant phénomène de passage du courant et après phénomène de passage du courant, on constatera une élévation de température via un appareil de mesure de température. Donc il y aura une transformation d'énergie qui est ici potentielle vers énergie ici calorifique. Hein, on l'a dit. Donc l'énergie dans le vide c'était de l'énergie potentielle vers le cinétique, ici c'est de l'énergie potentielle vers l'énergie calorifique, et ce sera toujours le cas quand un courant traverse, je veux dire, une structure métallique, je veux dire particulaire ou corpusculaire. Donc par exemple un réseau cristallin ou ce qui est, je veux dire, un espace, quand il traverse un espace non vide avec des particules. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle bien sûr l'effet Joule. L'effet Joule, ça a été trouvé par Joule. Et bon, on a un échauffement. Je ne dirais pas qu'est-ce que c'est que la loi d'effet Joule, c'est pas le but ici. Voilà. Donc ma principale considération ici, c'est qu'il y a une forte différence fondamentale donc, entre le mouvement donc, des charges dans le vide et les mouvements des charges dans la matière corpusculaire. Voilà. Dans le premier cas, on a dit qu'il y avait une transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique, tandis que dans le second cas, là, à ce moment-là, il y a une transformation en calorifique, c'est-à-dire en chaleur. Et ça, à cause de multiples collisions. Voilà. Bon, maintenant, je vais, comment est-ce qu'on appelle ça, créer la mesure, mettre en relief comment mesurer le débit par comment est-ce qu'on appelle ça, une analogie macroscopique qui est, parce que ça c'est le point de vue microscopique au niveau charge. Bon, pour avoir une analogie, je prends le point de vue macroscopique, c'est-à-dire le débit volumique. Bon, ben on va essayer de tenter de créer, je veux dire, ce schéma et essayer d'adapter, je veux dire, au débit volumique. Bon, on sait déjà pas mal de choses parce qu'en fait, l'exercice précédent de la vidéo précédente montrait déjà ce que je vais vous montrer maintenant, en grosse partie. Donc ici, je vais mettre donc une section droite qui est ici un parallélépipède rectangle.
Et alors, bon, comme je l'ai dit, bon, on va se référer, je veux dire, à... Voilà. On va se référer, je veux dire, au débit macroscopique d'un fluide, quel que soit le fluide, qu'on appelle débit ou flux. Eh bien, ici, on va regarder, ce qui nous intéresse, ce sont les charges qui vont passer quand on mettra, je veux dire, un champ extérieur. Quand on met un champ extérieur, il y a des charges qui vont circuler. Bon, de où à où, ben, du positif au négatif. Bon, ça, voilà. Bon, mais ici, il y aura beaucoup de charges qui vont passer à travers la section. Mais nous, on va étudier, bon, donc on a dit que le débit, c'est une vitesse fois section. Donc ici, il faut que je regarde. Ici, je vais étudier au niveau élémentaire. Donc, je vais mettre un delta x. Un delta x. Et je vais regarder la vitesse. Il y a une vitesse. Certaines vitesses. Une vitesse de circulation des charges. Voilà. Voilà, c'est un vecteur vitesse. Et alors, tout ça, c'est un espace de là à là. Bon, de là à là, on aura ce qu'on appelle un volume. J'aurai le volume ici. Une unité de volume. Ce sera une unité de volume. Alors, pour avoir une certaine vitesse, bien sûr, le volume, ici on aura delta S. Delta S, c'est la surface. Donc ici, j'aurai une surface, delta S. Voilà. Il faut savoir que delta S fois delta X, vous le redevinez, ça fait delta V. Attention que delta V, c'est le volume, c'est la variation de volume. Donc ici, on a une variation de volume qui va de là à là. Le volume va varier de là à là, ce qui fait qu'on aura une variation de volume égale à la quantité delta V qui est delta S fois delta X. Ouais, mais comme il va à une certaine vitesse, on sait bien que la vitesse, c'est quoi? C'est des mètres par seconde. Hein. Donc, des mètres, c'est une longueur. Ici, la longueur, c'est delta X. Et le temps, c'est delta T. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ces vitesses-là? Bon, il faut définir cette vitesse-là. En fait, cette vitesse, c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne des électrons. C'est la vitesse moyenne des électrons. Il faut savoir que cette vitesse moyenne des électrons, qui sont les charges, j'applique Q, je peux mettre E. Je vais mettre Q, je vais laisser Q, c'est pas grave, ça ne change pas. Donc la vitesse moyenne des électrons, donc comme il y a une certaine collision à chaque fois dans la structure cristalline, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, on voit très bien, on imagine très bien que, je veux dire, on ne dépassera jamais une vitesse, une certaine valeur de vitesse. Donc en fait, la vitesse moyenne sera cantonnée à une valeur bien définie. On ne dépassera pas, je veux dire, une certaine quantité de vitesse, une certaine vitesse. Pourquoi? Parce que c'est dû tout simplement, à chaque fois il restitue ça, à chaque collision il restitue son énergie cinétique qui perd la vitesse, et ça veut dire qu'à un moment donné on peut s'imaginer qu'il ne dépassera jamais une vitesse bien déterminée. Alors, on voit bien que cette vitesse ici sera tributaire bien sûr aussi des paramètres atomiques du conducteur. Voilà. Donc ici on considère donc la section droite ici, et même la portion de section droite. Donc ici, je vais l'appeler AB, A, B, B', A', derrière GC, là GC', D', et là GD. Voilà. Donc ici, on a la section ABCD, et là, on a la section A', B', C', D'. Voilà. Bon, alors, comment évaluer donc le courant? Comment évaluer, je veux dire, le débit de charge, qui parcourt une certaine vitesse moyenne d'ensemble, égale à la vitesse V. Eh bien, on va compter le nombre de particules qui vont passer le but, c'est de ne pas faire V fois S, mais de faire
une quantité de charge fois une vitesse et fois une section. Une quantité de charge qui va passer dans le volume, bien sûr, le volume élémentaire. Mais c'est justement ça. Donc, ici, il faudrait modifier la formule du débit macroscopique. Hein, pour voir ça au niveau débit total, serait le débit de toutes les charges fois la vitesse fois la section. On verrait ça comme ça. Voilà. Bon, ben, on va entamer ça. Donc ici, le nombre de charges qui vont passer, on sait c'est quoi. On l'a vu à l'exercice précédent. Donc le nombre de charges totales qui vont passer, c'est n fois q. Ouais, celui-là. Donc ce sera n fois q. Donc q c'est quoi? C'est la charge élémentaire, bien sûr. Et n c'est le nombre de charges qui vont passer. Alors, donc si j'en ai n qui passe à un moment donné ici, ben, j'aurai n fois q. Voilà, donc n fois q. Donc c'est déjà la première chose à se dire, c'est qu'on a n charges libres de la matière par unité de volume, et Q c'est la charge de l'électron. Ben, j'ai pris Q, j'aurais pu prendre petit e-. J'aurais pu mettre e- comme ceci. E-. Voilà. Mais j'ai pas mis e-. Tous mes marqueurs ne fonctionnent pas. J'aurais pu mettre e-, voilà, mais j'ai pas mis e-. J'ai mis Q. Bon, ça change rien. Donc le produit n fois Q représente la totalité des charges qu'on appelle aussi la charge libre. Et bon, vous aurez compris que n c'est un nombre. Un nombre, hein, je veux dire entier sans unité. Et que Q c'est en coulomb. Donc c'est la charge élémentaire de 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Comme il y en a n, ben, il faut faire n fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Et à ce moment-là, on a la charge libre. C'est le total des charges toujours en coulomb. Par unité de volume, bien sûr. Hein. Mais ça, pendant l'intervalle, je veux dire delta t. Donc pendant delta t, les charges ont parcouru delta x. Voilà. Donc la quantité totale de charge qui a traversé la section droite pendant l'intervalle delta t est égale à la charge libre totale du parallélépipède. Donc A, B, C, D, non, A', B', C', D'. Voilà. Donc en fait on a bien un flux. Et on peut définir delta Q. Donc la variation de charge, ce sera égal à quoi? Donc delta Q, la variation de charge dans l'unité de volume pendant l'instant delta t qui a parcouru avec une vitesse moyenne v une distance delta x. Qu'est-ce qu'on a? On a delta x égale le nombre de charges fois la charge élémentaire de l'électron. Voilà le nombre de charges. Voilà. Par unité de volume. Hein, donc il faut faire fois delta v. Delta v étant le volume. Voilà. Donc ce qui fait n, q et delta v, on sait bien que c'est delta v, c'est delta x, delta s fois delta x. Donc c'est un volume. Donc le volume c'est delta s, variation de surface fois la variation. En fait en surface il n'y a pas eu de variation. Hein. Je peux considérer qu'ici il n'y a pas eu de variation, donc je peux appeler ça S. Voilà, je vais appeler ça plutôt S. S fois delta X. Parce que ici il n'y a pas de variation, c'est constant. La section elle est constante, il n'y a rien qui change, j'ai pris une section droite. Donc il n'y a rien qui varie. Donc c'est S fois delta X, c'est pas delta X fois delta. Donc ici je vais remettre, non pas delta S, mais je vais mettre S fois delta X. Voilà. Voilà. Donc, ici, on sait bien que V est égal à delta X sur delta T. Donc je vais faire apparaître le temps. Donc le temps, c'est, et la vitesse moyenne, c'est V delta T. Voilà, V delta T. Donc, on remet ça ici. Donc ce qui fait NQS. Et là, ça fait V fois... V, cette fois-ci, c'est la vitesse. Hein. V fois delta T, c'est la longueur delta X est égale à la vitesse fois la variation de temps donne la variation de longueur correspondante à
à ce que la charge a parcouru pendant l'instant delta t et l'ensemble des charges allant à la vitesse v. Donc l'ensemble des charges c'est ceci, allant à la vitesse v pendant l'instant delta t parcourt delta x. Voilà. Bon, mais ça c'est toujours, on évalue toujours la variation de charge delta q. Delta q. Voilà. Donc alors maintenant, si je fais delta q sur delta t, voilà, il me reste NQSV. NQSV. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a ce que j'avais tout à l'heure, que le débit, on a adapté la formule du débit macroscopique, V fois S en V fois S fois la quantité de charge qui est N fois Q. Voilà, V fois S fois la quantité de charge qui est N fois Q. Donc, on a bien un débit de charge, un écoulement de charge, un écoulement moyen de charge. Donc, j'aurai ici, j'ai bien N fois Q fois un débit d'écoulement de charge. On fait un écoulement de charge. Donc, on a bien un débit. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est effectivement, est-ce que j'en ai fini delta Q sur delta Q? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas encore le courant électrique. Pour définir le courant électrique, il faut que je fasse I égale, pour trouver le courant, enfin, ça c'est plutôt le courant, si c'est le courant, en fait, c'est le courant. Ça c'est le courant. Voilà, c'est le courant, en fait, c'est le courant. Ouais, on peut dire que c'est le courant. Delta Q sur delta T, c'est le courant. Donc, il mesure bien une vitesse moyenne d'écoulement de charge, c'est-à-dire un débit de charge dans une unité de volume delta V. Et c'est bien l'intensité du courant, c'est ce que je voulais définir. Mais on peut définir aussi une vitesse moyenne d'écoulement de charge. Voilà. En fait, ça c'est plutôt... attendez, hein. Si je réfléchis bien... ouais. En fait, ça mesure delta Q sur delta T, on a le courant. Le courant, donc c'est le nombre de charges qui passent par unité de... par unité de... comment... nombre de charges qui passent dans une section S ayant une vitesse V, donc un débit, c'est un débit de charge. Voilà, donc c'est un courant. Mais on peut préciser les choses en recherchant le courant instantané cette fois-ci. Un instantané. Et à ce moment, on recherche la limite quand delta Q sur delta T avec delta T tendant vers 0. Et là, à ce moment-là, on a dQ sur dt. Et là, c'est le courant, on mesure le courant instantané. Donc si on fait la dérivée par rapport à la charge par rapport de la charge par rapport au temps, eh ben, on a exactement la valeur d'écoulement, la vitesse moyenne d'écoulement de charge, c'est-à-dire la valeur du courant instantané. Voilà, donc ici j'ai reprécisé les choses. Donc on a l'intensité du courant électrique ici, mais là j'ai reprécisé le courant instantané, le courant électrique en faisant la dérivée. Donc on voit bien que le courant c'est tout simplement un débit de charge, par unité de volume. Voilà, en fait c'était ça le courant. J'espère qu'on voit bien correctement la caméra. Voilà, je crois qu'ici pour ceci j'en ai terminé. Voilà, donc maintenant, à partir de maintenant, vous savez définir ce qu'est un courant électrique. Un courant électrique, c'est un débit, on va dire volumique de charge, et que pour le trouver au niveau instantané, il suffit de faire la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc le courant est tributaire de, je veux dire, du temps en fait.
Bon, maintenant, si tout est constant, on peut dire que I est égal à Q sur T. Hein. Ouais, je vais un petit peu continuer parce qu'il y a moyen de faire encore autre chose avec ça. Tant que j'y suis. Donc, on a dit que I égale delta Q sur delta T. Ça, apparemment, ça, on va le en variation. Voilà, en variation. Maintenant, si delta Q et delta T sont constants, on a I est égal à Q sur T, ce qui donne la formule Q est égal à I fois T. Et voilà, on retrouve une formule fort connue. Hein. Donc, si le courant est en ampères et le temps est en heures, on a la quantité d'électricité en ampères heure. Voilà. En ampères heure. Par exemple, c'est le cas d'une batterie. Une batterie, pôle positif, pôle négatif. Bon, si on dit que c'est une... qu'est-ce qu'on peut dire comme valeur? 55 ampères heure. Voilà. 55 ampères heure. Ça veut dire que en une heure, si on consomme 55 ampères, par tous les consommateurs, je veux dire, par des consommateurs externes, hein, c'est un exemple, Parce que généralement l'électricité sur une voiture, c'est l'alternateur qui le donne. Voilà, donc, je veux dire, c'est pas la batterie. La batterie ne sert en gros qu'au démarrage et à certains circuits électriques qui demandent l'appel de courant de la batterie. Mais en vérité, c'est l'alternateur qui donne le courant. Donc en fait, décharger 55 ampères heure, il faut le faire. Décharger 55 ampères, il faut le faire. Bon, supposons que bon, l'alternateur ne tourne pas et que je fais tourner plein de consommateurs. Au bout du compte, j'ai 55 ampères. Ça veut dire quoi? Que il faudra une heure pour la décharger. Maintenant, si j'ai une de 60 ampères heure, 60, pour faciliter les choses, hein. Si je consomme 60 ampères, il faudra, si c'est une 60 ampères heure, si c'est une 60 ampères heure, elle se déchargera. Si je consomme 60 ampères, dans plusieurs consommateurs, supposons, c'est une supposition, il faudra une heure pour la décharger. Maintenant, si je consomme 30 ampères, ben, via tous des consommateurs, pour décharger ma batterie, il me faudra 2 heures. Si je consomme 15 ampères, ben, là, à ce moment-là, il faudra 4 heures pour la décharger, et ainsi de suite. Donc on voit bien la quantité. Donc ça, on retrouve dans les charges et décharges de batterie. Mais on les recherche aussi dans les charges et décharges de condensateur, la quantité Q. Donc on les retrouve dans les condensateurs, tout ce qui est charge et décharge, hein, batterie. Voilà. Voilà, ça c'est pour la quantité Q. Voilà, maintenant je peux réellement arrêter. Merci.